Bonjour à tous, bienvenue sur Ben Auto. Je suis très content de vous retrouver pour la vidéo du dimanche. Aujourd'hui, je suis accompagné d'Alex. Salut Alex. Salut Ben. Merci de me recevoir dans ton atelier. Merci. Présente-toi d'abord en quelques lignes. Eh ben, Alexandre, voilà, donc du 13, Grance précisément. Voilà, j'ai 27 ans, passionné de voitures anciennes comme Ben. Donc voilà, on s'est bien trouvé là, je pense. Ça faisait longtemps qu'on devait faire ta voiture. Tout à fait. Là, c'est l'occasion de la faire. C'est une voiture peu commune, vraiment ouais. rare. Peu commune, ouais. Donc c'est une petite Vespa 400 produite par Piaggio. Exactement, ouais. Vespa, la preuve qu'ils n'ont pas fait que des deux roues. D'ailleurs, c'est la seule version 4 roues qu'ils ont fait. Seule version 4 roues, exactement. Il y a eu les triporteurs aussi avec 3 roues, mais bon, ça c'est encore un autre domaine. C'est ça. Donc ces petites Vespa 400, elles ont été produites de 57 à 61 en France. Exactement, à Fourchambault. À environ 31 000 exemplaires, donc c'est des voitures assez rares. Ouais. Bon courage pour en trouver sur YouTube si vous cherchez ça. C'est ça, ouais, là il est exclu là. Même des infos sur internet sur ces voitures-là, c'est vraiment des voitures qui sont, c'est des ovnis. Clairement. Exactement, ouais. C'était un petit peu le début des microcars parce qu'il y avait des soucis au niveau de l'essence. Voilà, hein, on va dire qu'on était un petit peu dans un choc pétrolier. Il y avait aussi l'intérêt de pouvoir se balader en ville. Il y avait de plus en plus de voitures, donc il fallait trouver des places, il fallait que ce soit un peu pratique. Donc les microcars sont arrivés, donc on avait un peu l'Isetta par exemple, hein, qu'on connaît bien, la petite Vespa 400, on avait aussi la Fiat 500 hein, directement. Et voilà, donc elle vient s'intégrer un peu dans ce champ-là des petits microcars pour la ville. Voilà. Alors à la base, cette voiture, elle a vraiment été conçue pour le marché féminin. Ouais, on va dire ça, plus précisément, ouais. On verra pourquoi tout à l'heure elle n'a pas fonctionné parce que c'est une usine à gaz. Une usine à gaz, voilà. Je ne veux pas faire le gros macho de base, mais c'est vrai que déjà pour un homme c'est assez compliqué, la mise en route et tout, on vous montrera tout à l'heure, c'est assez rigolo. C'est ça. C'est un peu exclusif. Ça a été un flop complet en fait. Je pense pas qu'ils aient trouvé vraiment leur public. Il y a eu des gros soucis au niveau de la diffusion aussi. En fait, c'était les agences Vespa Scooter à l'époque qui devaient s'occuper de la com. Et ils n'étaient pas du tout au fait de ce genre de voiture. Donc la communication a été un flop. Un peu tout ce qui était équipementier avec la pression, comme on a dit, de Fiat, ça a un peu mis un haut là. Et puis après, au-delà, la praticité, comme tu viens de le dire, pour et l'essence et la mise en route, ça a fait que ça n'a pas duré. Voilà. Passé historique au niveau de la compétition. Ouais. Tu disais hors caméra qu'ils ont tenté l'expérience du Monte Carlo. C'est ça, voilà. Ils ont fait l'expérience Monte Carlo avec des équipages quand même qui étaient assez sympathiques à l'époque. Les trois sont arrivés, alors classés, je ne sais plus exactement s'ils avaient été classés, mais les trois sont arrivés sans encombre. En fait, ça servait à montrer la fiabilité de la voiture. Voilà. Donc ils ont fait ça. Après, elle s'est intégrée donc plus tard, en 2009, avec l'équipage de Lier Agostini, ils ont fait de nouveau le Monte Carlo. La paire de couilles des mecs. Voilà. Et puis ça a été fait aussi avec Bruno Sabi récemment, je crois. Ils ont retenté l'histoire Monte Carlo historique. Voilà, donc non, elle a un petit truc on va dire en compète. Après en local dans le 13, tu avais parlé qu'il y avait à l'époque quelqu'un qui faisait du slalom avec une petite Vespa 400. Voilà, donc elle n'a pas fait des grands résultats, mais elle était là. Voilà. Cela au niveau du poids, on est à combien de kilos pour une voiture comme ça? 380 à vide. Voilà. On peut la soulever à deux. C'est ça, ouais, on peut essayer, c'est vrai. C'est une voiture que je vous montrerai les images après, on fera le tour. Elle fait 2,90 m de long. Exact, ouais. Donc je pense que c'est le record de la voiture la plus petite qui a été diffusée sur la chaîne. C'est ça. J'ai vraiment hâte de l'essayer parce que ça doit être vachement marrant à conduire. C'est sympa. On l'a déjà manœuvré tout à l'heure dans l'atelier pour la sortir. On dirait qu'elle a une direction assistée tellement c'est ultra léger. Exact. Écoute, on va faire le tour de la voiture. Allez, on va voir les détails. C'est parti. Cette voiture, elle est sortie, comme tu l'as dit, de 57 à peu près à 61, à 30 000 exemplaires. Et en fait, il y a eu plusieurs déclinaisons. Donc, tu as eu la Tourisme qui était le modèle de base, c'est-à-dire le modèle avec très peu d'instrumentation, avec une seule moustache à l'avant, donc le modèle qu'on dit économique, si tu veux, aujourd'hui. Après, tu as eu le modèle luxe, comme celui-ci, c'est celui qui a été le plus diffusé. Et enfin, tu as eu après, en tout dernier lieu, en toute dernière série, 200 modèles qui sont sortis en boîte 4 vitesses avec un Delco. Celui-là, c'est une boîte 3, c'est ça? C'est une boîte 3, voilà. Et donc après, ça c'est les trois, on va dire, usines. Et après, tu as eu aussi des carrossiers qui se sont intéressés à la voiture, comme Henri Chaperon et tu as eu aussi Pichon-Para. Est-ce que c'est des voitures qui sont, toi qui es dans la restauration, c'est des voitures qui sont beaucoup sujettes à la rouille? Oui. Voilà. Bon, de toute façon, déjà, c'est italien. Ouais, on va dire que c'est italien et puis surtout, c'est ancré dans une période où on n'avait pas d'anti-rouille sur les carrosseries. Donc là, on se retrouve avec une mauvaise protection. En plus, c'était un peu des bassines, comme tu l'as vu. D'ailleurs, on peut. Il nous a sorti une caisse que c'est le paradis de la Vespa 400 chez toi. Donc, du coup, on peut se rendre compte que voilà. Ça fait bassine, hein, voilà. Celle-là est bien quand même conservée par rapport à son âge. Il y a peu de bruit sur cet exemplaire-là. C'est rigolo d'en voir. C'est la première fois qu'on fait ça. Du coup, il m'a proposé et je dis oui tout de suite. Bien sûr. De voir le modèle à nu. Caisse complètement à nu qui sort. Elle a été sablée cette voiture? Ouais, elle a été sablée, ouais. D'accord. Tout à fait. Et puis la version terminée, restaurée. Ouais. Ce
qui est rigolo, c'est que les accessoires là-dessus, bah, ça doit pas prendre énormément de poids parce qu'il y en a quasiment pas. C'est ça, voilà. De base, du coup, ta version, toi, donc on n'a pas dit c'est une 57, c'est les premières, c'est ça? Alors, c'est une 57, mais elle est sortie officiellement en 58. D'accord. Voilà. Millésime 57. Millésime 57 ou 58 si tu veux, c'est des 3000 premières. Donc elle a des particularités que les autres n'ont pas, que tu vas retrouver notamment sur l'esthétique. Donc c'est-à-dire que c'est les pare-chocs lisses comme cela, mais un petit peu déportés. Ensuite, plus tard, l'année viendra une nervure centrale. Et ensuite, bien plus tard, donc on va dire aux alentours des millésimes des 60, tu auras des pare-chocs enveloppants qui viennent coller la caisse. Voilà. Donc tu as ce genre de choses-là. Oui, il y a eu quand même pas mal d'évolutions entre les années. Pas mal d'évolutions. Si tu veux, structurellement, la caisse reste à peu près similaire, mais on a apporté des petits soins différents au fur et à mesure des années. Voilà. Et donc après, spécifique aussi à ce modèle, on va dire des années première série, tu retrouves les clignotants latéraux qui ensuite passeront sur l'avant. À partir des années voilà, de 59-60, quand tu auras les pare-chocs en même temps enveloppants. Tu vas retrouver ensuite à l'intérieur différentes choses. Donc comme je t'ai dit, la vitre va arrêter d'être fixe et elle va être… On voit carrément le panneau, c'est un vinyle quoi, qui est collé. Voilà. Mais ça contribue aussi à la légèreté de la voiture. Exactement. Voilà. Mais bon, à l'époque, le Rouen Cap, je ne sais pas. Les différences après étaient sur l'intérieur, ils mettaient des habillages différents avec des vides-poches. Tu retrouvais des sièges bitons, là on a fait une entorse à l'origine. Normalement tu as des sièges à carreaux, là c'est des sièges… Bon, après les tissus d'époque à mon avis ça doit être juste introuvable. Ça se trouve, il y a des refabrications, mais moi je voulais pas ça. Voilà, donc c'est vrai que je suis bien dans l'origine. C'est plus neutre comme ça? Ouais, j'aime bien. On a fait une voiture en famille et comme je disais, mon père m'a aidé à faire les sièges, donc on a trouvé ce tissu. C'était plus… Voilà, ça va bien avec le reste de la voiture, les tons sont assortis. Question de finition personnelle, un truc perso. Quoi. Voilà. Après, non, il y a d'autres différences. Donc comme on disait, je ne sais pas si tu veux passer directement. Bah viens, juste je voulais, je te coupe 2 secondes. Ouais. Je voulais que tu m'ouvres la trappe à l'avant parce que je trouve ça méga fun. Alors tac. C'est la trappe à batterie. Exact. Voilà, il y a la batterie à l'intérieur. Donc tu me disais tout à l'heure, elle est d'origine en 12 volts cette voiture. D'origine en 12 volts. De 57. Ça c'est quand même, on se rend plus compte aujourd'hui parce que toutes les voitures sont en 12. Mais juste pour donner une idée, moi qui ai beaucoup eu de Volkswagen coccinelle, elles sont passées en 12 volts en 68. Donc ça vous montre que par rapport à des voitures allemandes de méga populaires, bah ça c'était déjà vachement en avance sur son temps. Vrai. En 57, il n'y a pas énormément de voitures en 6 volts à mon avis. C'est vrai. Bah vas-y, on va enchaîner avec ce que tu voulais nous montrer tout à l'heure. Je sais pas si tu t'en souviens du coup parce que je t'ai coupé. C'était pour te faire le tour, voilà, bon comme tu l'as vu, le bac à batterie, là tu as accès quand même aux organes vitaux de la voiture. Qu'est-ce qu'il y a du coup derrière là? Tu as le maître cylindre que tu vois directement. Ah oui, d'accord, ok. Tu vois ici, ouais. Voilà. Tout à fait. Avec la répartition des tuyaux de frein. Ouais. Voilà. Donc comme tu l'as fait remarquer, il n'y a pas de trappe. Mais ça, par contre, délirant. Il faut savoir qu'il y a les pieds là. Voilà. Donc comme on disait au Rouen Cap tout à l'heure, là il n'y a pas. C'est pas possible. Moi je la trouve ultra jolie. Les portes suicides, tu l'as ouvert tout à l'heure. Ouais, allez. Rien que ça, c'est le petit détail. Moi j'adore. Du coup, t'es vraiment bien accueilli dans l'habitacle parce que tu as énormément de place en fait pour rentrer. Ouais, et puis comme tu le vois, ma taille. Ouais, attends, je recule le focus, on va voir. T'es pas quelqu'un de très grand, Alex. Non, 1m60, voilà, 1m60, vous voyez, ça donne… Ça convient des gabarits de quelle taille maximum? Bon, et tu peux dépasser après. Eh bien, étonnamment, je l'ai fait conduire à des gens qui étaient quand même très grands, parce que je l'ai prêté pour un essai dans un magazine, et ils ont été surpris par ça, ils étaient confort. Donc ça se passe très bien. Son problème, c'est s'insérer dans la circulation actuelle, parce qu'elle a des performances quand même. La puissance, ton modèle, il fait 13 chevaux, c'est ça? 12-13, ouais, parce que comme une première série, après ils ont rajouté un cheval en faisant une modification sur le moteur. Donc ils ont augmenté un petit peu… La reprog de l'époque. Voilà, c'est la reprog, voilà. La reprog avec la lime, tu vois. Et là, ça m'interpelle un peu, c'est fonctionnel la banquette derrière ou c'est juste un tablier? Alors, elle est homologuée strict de place. Voilà. Ouais, parce que derrière, à mon avis, tu fais 2 bosses et tu as les couilles qui te remontent là où il faut pas. C'est ça, voilà. Donc non, après tu pouvais mettre à l'époque, c'était moins rigide si tu le veux, en sécurité. Donc tu pouvais mettre un enfant, tu pouvais mettre un adulte, ou voilà. Mais bon. Une fois le siège avancé, il y a quand même un peu de place pour les jambes. Hein. Tu as de la place. Voilà, je pense que là, si tu as le siège avancé comme ça, le conducteur, il est littéralement, il conduit avec les dents. C'est ça, voilà. Et on va passer à l'arrière. Du coup, j'aime bien le capot arrière. Ça marche. Les louvers, c'est tout. Alors, tac. Déjà, la petite toile de découvrable, du coup, ça tient avec quoi ça? Alors, logiquement, ça tenait avec des caoutchoucs. Mais comme ils ont lâché et qu'il faut que j'en rachète, pour le moment, ça tient avec une petite corde. Ça, donc, elle est toujours en mode découvrable. Ouais. Alors voilà. Tiens, donc on passe et puis comme tu disais, voilà, refroidissement par air. Refroidi par air du coup? Ben oui, voilà, en forcé, en air forcé. Voilà. Comme les Volkswagen et les 2 chevaux. Voilà. Le petit, du coup, 2 cylindres en ligne. Exact, ouais. Donc refroidi par air, 393 cm3. C'est ça.
T'as vu, j'ai bien révisé. Hein. Ah ouais, je vois ça, non, tu connais bien le modèle, c'est agréable, c'est cool. C'est rigolo, parce que, du coup, Vespa 400 pour 400 cm3, c'est logique. Voilà. À l'époque, on était logique encore pour les noms de voitures. Voilà. Pas pour les Renault Koleos et tout. D'ailleurs, petit, on s'écarte, mais c'est pas grave, c'est rigolo. Tu sais ce que ça veut dire Koleos en grec? J'ai peur. Couille. Voilà. Ça ne m'étonne pas. Bravo Renault. Donc une bobine par cylindre. Ouais, exact. Tu me disais tout à l'heure aussi une vis platinée par cylindre du coup. Exact, et un condensateur. Et un condensateur, voilà, ouais. C'était la particularité, ils s'en sont même servi à l'époque de publicité. Ils disaient voilà, une bobine par cylindre et tout ça. Et puis comme je te disais, ça a été remplacé sur les 200 GT, toute fin de série. Ils ont mis un Delco, donc ici, qui remplace les deux bobines avec les deux vis, etc. Du coup, c'est vrai que tu n'as pas de Delco là. Non, il n'y a pas de Delco. Après, ça reste un moteur fiable parce qu'il n'y a pas plus con. Là, tu as 2 cylindres, il y a peu de choses qui peuvent tomber en panne. Ça, c'est le bidon qui était livré avec la voiture à l'époque. Donc ça, c'était les toutes premières séries qui avaient ça. C'est un bidon qui est assez rare à trouver parce qu'une fois qu'il était terminé, les gens le jetaient. Il est magnifique. Voilà, les gens le jetaient. Et en fait, il avait sa place dans la jupe arrière ici. Voilà. À peu près, je crois, ou ici, je sais plus. Tu devais avoir une sangle métallique sûrement pour le mettre dedans. Exactement, et tu avais ça et ça le maintenait. Donc du coup, ça c'est, on va dire, 3-4 000 premières qui ont eu ce type de bidon. Donc c'est assez rare. Du coup, on explique aux gens qui ne sont pas forcément initiés à la mécanique. Vu que c'est un moteur de temps, tu es obligé de faire un mélange d'huile et d'essence pour que ça fonctionne. Tout à fait, il n'y a pas de réserve d'huile. C'est-à-dire que vous avez l'habitude de faire des niveaux sur votre moteur. Là, il n'y a pas de niveau. L'huile vient directement avec l'essence en même temps. Elle est mélangée. Jamais de vidange. Jamais de vidange. L'entretien était plus facile à l'époque. Voilà. Du coup, le mélange doit être fait. Donc nous, là, ce qu'on fait, c'est que comme on n'a pas ce dispositif-là que je vais vous expliquer, on est obligé de faire le mélange avec un bidon. Et à l'époque, c'était pas très pratique. Tu as un pourcentage, surtout d'huile et d'essence à respecter pour la lubrification des cylindres et tout? C'est ça, ouais. Là, tu tournes à 3% à peu près, donc il fallait faire un dosage bien précis. Ceux qui ont roulé en mobilette connaissent. Voilà, c'est ça, c'est le principe de la mob. Et puis d'ailleurs, tu fais bien de parler de ça, parce que tout à l'heure, on parlait un petit peu de Vespa, de la mob et tout ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand ils ont sorti cette voiture Vespa, ils se disaient, on a le marché en fait des motos, des scooters qui étaient, voilà, ils étaient bien implantés. Et puis ils voyaient leur clientèle un peu vieillir et ils se sont dit ils veulent peut-être une voiture. Donc pour pas les perdre, ils ont dit on va leur proposer une Vespa 400, une voiture sur 4 roues. Ils n'ont pas voulu visiblement. Et le problème c'est que non, ça ne marchait pas, quoi, ça n'a pas fonctionné. Donc du coup après comme c'était pas très pratique de faire le mélange et que c'était comme on disait une clientèle féminine qui l'avait, elle se salissait les mains, c'était pas cool de le laisser faire ça. Ils ont dit on va faire une modif qui était en fait ce petit mélangeur là qu'on voit. Donc on avait une réserve d'huile de temps et une fois qu'on faisait notre niveau notre plein d'essence, par exemple on mettait 5 litres, on indiquait les 5 litres ou 6 ou 4, voilà. Enfin, bref, de là 2, et on tournait avec la manivelle. Ah, du coup, ça mélangeait directement l'essence et l'huile. C'est ça, en fait, ça libérait l'huile avec la bonne quantité directement. La durite, hop, ça allait directement au réservoir, et de là, le mélange se faisait dedans. Parce que toi, quand tu fais ton mélange, là, actuellement, tu utilises quoi, une épuisette avec graduation, ou comment tu jauges qu'il y a 3% C'est ça, j'ai un petit godet là, que j'ai. Mais maintenant, comme c'est moderne, en plastique, tu trouves de tout. C'est une petite jauge avec, tu mets tant d'essence, là, tu fais 200-300 ml d'huile. Et donc, tu es obligé d'aller à la pompe avec un jerrycan pour faire le plein, de Voilà. revenir ici. C'est ça, voilà, de faire ton mélange, de mettre, et puis tu es là, tu emmerdes tout le monde à la station parce que les mecs sont là, ils disent putain, mais quel abruti. Ça monte à combien ça? Alors, sur le papier, ils sont un peu emballés. Sur le papier, ils sont emballés. Hein. Les mecs qui avaient fait des essais, il y avait Fangio qui avait participé un peu. C'est l'Italie, hein, Maquet. Ils se sont emballés et c'était 100, 110. Non, la réalité, c'est 75, 80, c'est très bien. Ah oui, 110 là-dedans, ça doit quand même un peu effrayer. Ouais. Après, au-delà, je pense que c'est un peu dangereux pour la boîte et dangereux pour les occupants, tu vois. Donc, non, 100 à l'heure, tu verras, ça fait déjà bien. Écoute, on va aller tester le danger du coup. Hein. Allez, ça marche. Allez, on va prendre la route. C'est parti. Bon. Voilà. Alors le démarrage, on ne vous l'a pas filmé, mais tu as le démarreur du coup à côté du frein à main, c'est la petite tirette à droite là, c'est ça? Exactement, donc là c'est le starter et là c'est le démarreur à droite. Oh putain. Oh la garde. Ah ouais, c'est dur là. Donc la garde est particulière et comme c'est dit, il faut faire cirer parce que j'ai un souci mécanique. Là, tu vois? D'accord, ok. Tu sens? Ouais. Voilà, j'étais parti. Vas-y, c'est bon. C'est bon. Ah, ça a sauté. Peut-être partir en deux? Voilà, mais pas en deux. Ouais. Et voilà. Troisième. Je vais tester les freins. Ça freine. Ok. La jauge d'essence clignote.
Ouais, c'est bon. Ouais, tu peux y aller. Oh putain, c'est génial. Hein, c'est vas-y. l'une des autos les plus archaïques que j'ai jamais conduites. Oh, tu peux y aller. Roule sur dedans. Ouais. Ouais. Pas fort, mais tu roules, ça tu verras, c'est. Ah, ça donne la banane. Franchement, c'est un délire. Ah, ça freine quand même, ça roule, oui, tu vois. Ça tire un peu à gauche. Ouais, voilà, comme c'est dit, ça tire un peu. Hein. Il y a quelques trucs mécaniques encore à revoir. Oh, les retours derrière. Ouais, t'as vu? Quand le dossier, il a l'air tout tordu. Je suis tout de travers dans la voiture. T'es un petit peu comme ça, ouais. Les pédales, elles sont complètement à droite. Ouais, un peu comme la Fiat 500. Ouais. Oh, tu peux y aller, hein, ouais. Une fois qu'elle est chaude, après, ça tire un peu quand même. Alors, tu vois. La direction. C'est flou, hein. Il se passe rien, c'est abusé. Ah ouais, c'est très flou. Incroyable. Là, heureusement que j'ai investi dans les micros parce que je pense qu'on ne nous aurait pas entendu du tout. Ah oui. Une fois que tu es lancé, ça passe très bien. Franchement, ça va. Voilà. C'est le démarrage qui est très archaïque. Ouais. C'est con que les gens chez eux, ils n'ont pas l'odorama parce que entre l'odeur de 2 temps et de. Ah ouais. Et il doit y avoir ici la bouse qui est. Là, ça pue. Là. Ah ben là, on est en plein dans les champs. Et puis non, c'est vrai que l'odeur du 2 temps, c'est bien, ça imprègne. Et tu vois, quand tu as ta compagne avec toi qui s'est lavée et tout, elle est contente de monter avec toi. Voilà. Je m'attendais à un truc un peu plus archaïque au niveau du maniement de la boîte. Non, la boîte elle est hyper précise. Très précise. Ouais. Et la direction, tu vois, quand tu es en ligne droite, il se passe que dalle. Mais dès que tu prends un virage, ça dès braque. que les roues sont tankées. Ouais. Bon, les freins sont. Ouais, ça va à gauche. Ça mord, mais ça va à gauche un petit peu. Bon, il y a un petit réglage, mais ça mord. Et c'est ultra confortable. T'as vu, c'est confortable. Qu'est-ce que c'est comme amortissement là-dessus? C'est des lames? Non, pas du tout. C'est des amortisseurs à huile avec des ressorts classiques. Là-dessus? Ouais, sur le modèle du moderne un petit peu. Ah ouais? Ouais. Tout à fait. Incroyable. On va parler un peu de l'intérieur aussi, on l'a pas fait tout à l'heure. Ouais. Il y a un compteur. Voilà. Tu disais la boîte à gants, du coup, c'est une option d'époque? Ouais, c'est une option qui était faite par les équipementiers qui faisaient les équipements pour les scooters à l'époque. D'accord. Voilà. Donc c'était Ardor, Harpel, tout ça, toutes ces marques. Et faut savoir, comme je t'expliquais, qu'il y avait des clubs de Vespa scooter déjà dans les années 60. Et les gens des Vespa 400 venaient s'y greffer. Et chacun venait avec sa petite voiture accessoirisée et tout. Et ça faisait un peu les rassos de tuning de l'époque, si tu veux. C'est génial. Voilà. Alors t'as un klaxon de 2 tons. Et tu peux mettre avec l'autre bouton, vas-y. Voilà, un pour la ville, un pour... Je pense que limite le mieux c'est qu'on démarre en seconde, non? Ouais, ça la fera peut-être moins. En première, vas-y. Ouais, ah oui, d'accord. Alors attends. Ah oui, du coup le démarreur en bas. Ok. Première. Vas-y, lâche-la. Voilà, c'est bon. Elle vibre un peu. Oh, le bruit. T'as vu? Ça prend les tours. Ça pousse. Ça pousse. Bon, là on est à... Ouais, d'après lui à 90, mais on est à 70. Ouais, là on n'est pas à 90. Voilà. Du coup, t'as l'impression la route est hyper étroite, mais t'as l'impression que c'est une autoroute. C'est ça. Bon, ça tire court par contre. Ouais, très court. La boîte 3. C'est pour ça qu'ils ont mis la boîte 4 après en fin de série pour essayer d'améliorer leurs défauts. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi à la sauver cette voiture. Ouais. C'est vrai qu'il faut être très vigilant sur les imperfections de la route parce que vu que le volant, il est, t'as aucune lecture du train avant. Ouais, ça cherche. Que dalle entre les roues. Après, quand t'es lancé comme ça sur National, ça va très bien. Ouais. Voilà. En fait, il faut faire que de la départementale avec cette auto. C'est ça, c'était une voiture de ville, un petit peu extérieure, mais tu fais pas des grands voyages. À l'époque, il les faisait, les grands voyages. Mais ça n'a plus d'intérêt, quoi. Aujourd'hui, ça s'inscrit dans une catégorie de voitures particulière, quoi. C'est mignon, microcar, atypique. Et tu vois, ce qui est rigolo, c'est que à la roulée, là, on peut carrément esquiver. Ah bah là, oui, tu peux y aller. Hein. Moi, je le fais. Hein. Voilà. Ça fait plus voiture années 40 qu'années 50. Ouais, c'est... Tu vois comment la manier et tout. Après, quand tu fais 2-3, ça va. Ouais. C'est le démarrage, c'est la procédure de démarrage qui est vraiment atypique. Ouais. Les freins, ça va quand même. Ah, les freins, ça va bien. C'est l'hydraulique? C'est de l'hydraulique, ouais. 4 tambours, avec 4 cylindres de roue et un mètre cylindre. J'adore le maniement du levier. T'as vu, c'est très précis. Ouais. Je m'attendais à un truc vraiment tout flou, un peu comme les Renault 5, tu vois, où c'est un peu mayonnaise le truc, tu sais pas comment tu vas passer tes rapports, mais là, non, c'est très vraiment dans quelle vitesse t'es engagé. C'est très direct. C'est le bruit, la sonorité le aussi. Le boucan que ça fait.
Ah, les petits ils aiment bien, ouais. C'est vrai que c'est... Alors faut faire gaffe si t'as une priorité à droite. Voilà. Allez, on est reparti pour le démarrage de merde. Ouais, c'est bon. C'est pas grave, t'inquiète pas. Nage doucement. Vas-y, c'est bon, je te tiens le levier. J'ai mal pour la bagnole. Ouais, mais c'est les défauts des voitures anciennes. On a toujours des réparations à faire. On a toujours des trucs à faire. Et là, j'ai changé l'embrayage. Hein. En plus, j'ai fait l'effort. Ouais. Mais ça n'a pas fonctionné. Ça marche pas. Voilà. Après, une fois qu'elle est lancée, c'est cool. Voilà. J'ai l'impression d'être en Golf 7R Papendang. Tu vois, elle me rappelle avec peut-être une conception de 40 ans en arrière, voire plus, l'Auto Bianchi A112 Abarth. Ouais. C'est quelque chose qui est... Je sais pas, les voitures italiennes, elles ont ce plus que d'autres voitures européennes n'ont pas, forcément. Et c'est une ambiance. Ouais. Il n'y a rien de semblable à la conduite. C'est vrai. Mais une fois lancé, tu vois, voilà. Bah ouais, franchement, on est à 90 compteurs, donc ça fait quoi, 70, 80? Ouais, 70, 80, ouais. Mais là encore, tu penses que tu peux y aller un peu plus. Voilà, je suis pas du tout pied au plancher. Voilà. Hein. Franchement, elle va bien, mamie. Hein. T'as vu? Ça roule bien encore. Bah là, quelques, comme c'est dit, des défauts, mais ça va. Après, ça roule. Voilà, une voiture de fin des années 50, surtout qu'à l'époque, c'était vraiment axé pour la ville. Ouais. Et il suffit juste que ce soit agile, économique. Oui. Le reste, ils s'en foutaient. Ils s'en foutaient, donc, voilà. On va parler d'un truc aussi, tant qu'on est en route. Ouais. Tu me disais tout à l'heure, alors c'est à prendre avec des pincettes, c'est une anecdote qui n'est pas 100% vérifiée, mais je vous mets des plans en même temps. Il y a une zone sur le pare-brise qui est faite pour être un peu plus fragile en cas d'accident. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire que quoi, tu peux traverser ta tête dans cette zone précisément? C'est ça. Alors bon, moi de ce qu'on m'a dit, parce que bon, je connais quelques anciens qui sont dans les anciennes aussi, et voilà, ils m'ont tous dit, alors en fait, cette zone-là que tu vois un petit peu bleutée sur le pare-brise, c'est une zone de fragilité. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Comme tu l'as dit, c'est à prendre avec des pincettes, mais c'est sympa comme anecdote, je trouvais que... Il faut quand même arriver d'abord à passer outre le volant. Alors c'est facile, j'ai déjà fait passer quelqu'un dans la vitre. ouais. Boîte inversée du coup, c'est vrai, on l'a pas dit tout à l'heure quand ça filmait. Donc il y a la première en bas et deux devant et trois derrière. Voilà. Tout à fait. C'est tout. Voilà, c'est tout. C'est simplissime, comme tu disais, c'est la voiture. Franchement, c'est un délire. Franchement, j'adore. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée autant que moi. Merci beaucoup du temps que tu as pris pour moi. Merci Ben. C'est un plaisir de vous présenter cette petite voiture toute attachante, toute petite, toute mignonne. Donc si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, la commenter et surtout à vous abonner à la chaîne. C'est méga important. On est de plus en plus nombreux. Je suis très content. Donc continuez à vous abonner, à rester dans la bonne lancée, comme on dit. Tout à fait. Alex, on risque de te revoir peut-être plus tard avec d'autres autos éventuellement. Peut-être. Hein, on verra. On verra. Merci encore en tout cas à toi d'avoir consacré du temps pour moi. Ah, c'est gentil. Et moi je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. À bientôt tout le monde. Bisous. Prenez soin de vous.